Nous sommes à la causerie matinale avec nos invités. Elie Adjiran, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour chers téléspectateurs. Voilà, Elie Adjiran, je rappelle que vous êtes journaliste à ETélé. Mathias Sossou, bonjour. Bonjour chers confrères et chers téléspectateurs, bonjour aussi. Directeur de publication du quotidien Le Gongoneur. Et puis Aziz Achamou, bonjour Aziz. Bonjour Théodule Onsa, bonjour à tous les téléspectateurs. Journaliste également à ETélé. Bien sûr. Très bien, très en forme. L'embouteillage ne vous a pas créé des ennuis? Même pas, la grande forme. La grande forme. C'est vrai qu'il y a assez d'embouteillage, mais bon, ça se comprend. Avec la rentrée qui a démarré, on ne peut pas espérer mieux. N'est-ce pas, Elie Adjiran? Ah oui, moi j'ai été victime, ça n'a pas été la joie, mais je crois que ça fait partie aussi d'être un train, tout le monde doit être au poste et à l'heure, donc je crois que nous y sommes mis à l'heure. Très bien, merci. Alors nous allons aujourd'hui parler de l'interdiction de châtiment corporel. Nous en avions parlé la dernière fois, le cas des écoles, ce qui se passe dans les écoles, surtout avec l'interdiction, le communiqué rédigé, publié, diffusé par le ministre de l'enseignement secondaire, surtout dans les établissements secondaires. Aujourd'hui, communiqué conjoint entre les deux ministres des enseignements primaires et celui du secondaire, nous allons en parler. Interdiction donc de châtiment corporel et à la maison. Comment ça se passe dans nos maisons avec nos enfants? Nous allons en parler ce matin. Aziz Achamou, châtiment corporel, ça se passe à la maison chez vous, autour de vous? Personnellement, moi j'ai opté pour le dialogue. Le châtiment corporel, il faut d'abord dire que c'est vrai, vous l'avez dit, dans certains ménages, ça se constate, mais la grosse interrogation, on est en mesure de se poser la question de savoir si véritablement c'est le bâton qui résout tout. Alors, face à cette interrogation, je pourrais dire que ça dépend de chaque foyer, mais ce qu'il faut retenir, il faut d'abord partir du constat selon lequel c'est l'éducation d'abord dans la maison. Comment est-ce que vous éduquez votre enfant? Si l'enfant est déjà habitué à prendre ses distances avec vous, qui êtes son parent, j'allais dire, il lui sera difficile, par exemple, quand il va commettre une erreur, que vous puissiez lui dire à tel niveau il y a mal donne. Mais dès lors que l'enfant est proche de son père ou de sa mère ou de ses parents de façon générale, même quand il y a une situation, il y a de la manière pour le ramener à l'ordre, mais pas forcément le bâton. C'est vrai qu'on utilise parfois le bâton et la carotte, mais je pense que dans ce contexte, le châtiment corporel, c'est vrai que les avis sont mitigés, mais je pense pour ma part que c'est pas forcément, on n'a pas besoin d'éduquer l'enfant avec la chicotte, parce que l'enfant, quand il est habitué à la violence, quand l'enfant est éduqué par la violence, ne vous attendez pas à ce qu'il soit doux. Il sera violent par la suite également. Par la suite. Oui, Mathias Sossou, quand on parle de châtiment corporel à la maison, mais c'est quand même sérieux ce qui se passe dans nos maisons quand vous observez autour de vous. Peut-être nous allons partir de chez vous. Excusez-moi de m'introduire dans votre quotidien. Et comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ceci avec vos enfants? Châtiment corporel, vous appliquez, vous êtes trop fort avec vos enfants? Bon, c'est difficile quand même de le dire parce que dire que le châtiment corporel est totalement absent à la maison, je ne crois pas. Parce que il y a quelquefois des coups d'énervement qui amènent quand même le parent à envoyer la mère à son enfant pour dire mais écoute, tu n'entends pas ce que je dis. Quelquefois parce que quand on est avec les enfants, il y a trop de petits trucs que les enfants font et qu'on a envie de corriger et qu'on ne peut pas corriger seulement avec la parole, le dialogue. Parce que il faut le reconnaître, hein, chez nous en Afrique, nous avons une habitude où quand vous n'ajoutez pas un peu la brutalité, ça n'amène pas l'enfant à se corriger, à se défaire de certaines erreurs qu'il a l'habitude de faire. Mais cela ne veut pas dire que le châtiment est instauré comme une règle à la maison. Moi, je peux dire
combien de fois mon papa m'a frappé quand j'ai eu l'âge de 7 ans pour me rappeler quand même certaines choses. Jusqu'à l'âge de 20-30 ans, je peux dire combien de fois mon papa m'a tapé. Ça veut dire que quelque part, dans les maisons, ce n'est pas nécessairement le châtiment corporel qui est érigé en règle pour l'éducation des enfants. Bon, chez moi, d'accord, mais avec l'évolution, nous avons constaté que à chaque génération, sa réalité et sa pédagogie. Oui. Donc nous, on est allé au contact de l'école du blanc et on a appris qu'il ne faut pas trop serrer les enfants sur le plan de correction corporelle. Et ça fait que nous faisons les deux. Nous ajoutons notre tradition à ce que nous avons appris à l'école des Blancs pour quand même faire la différence et faire l'éducation qu'il faut. Sinon, bon, aujourd'hui encore, avec la généralisation et le développement où le monde est devenu un village planétaire, où les enfants, ce que tu dois apprendre aux enfants avec rigueur, les enfants déjà sur les aires de jeu, les objets, ils apprennent déjà. Donc, en fait, le parent n'a plus besoin de beaucoup serrer les enfants, de beaucoup parler à la maison avant que les enfants ne comprennent aujourd'hui ce qu'il est. Maintenant, il y a que un peu dans la tradition, l'éducation liée à la tradition de notre pays, nous devons nous méfier quand même d'aller à la chicotte avec les enfants parce que nous avons aussi des enfants qui aujourd'hui ne nous appartiennent pas complètement, qui sont déjà dépossédés par certaines réalités de notre pays et ça amène quand vous arrivez à lever la main sur votre enfant. Bon, ça c'est un peu superstitieux, hein? Vous n'allez pas, monsieur Adjérant ne va pas parce que je connais son tempérament sur ce plan, mais c'est quand même une réalité chez nous que quand vous devez faire ces considérations-là, il y a qu'il faut mettre de bémol dans la correction qu'il faut infliger aux enfants. Elie Adjérant. Oui, je crois que le sujet renvoie à la question de l'éducation et il faut partir de deux aspects à mon avis. Faire une étude comparative. L'enfant d'hier qui a été éduqué sous la pulsion d'une pesanteur sociologique ancestrale et l'enfant qui est né à l'ère de la démocratie ou peut-être de la nouvelle civilisation. C'est vrai, hier, l'enfant qui était peut-être né à Tchoumi, dont le père est agriculteur, la maman commerçante dans un coin où il n'y avait pas de l'obscurité, où on dit, voilà, qui était d'abord le parent. Le parent, peut-être, le papa avait 90 ans avant d'engendrer cet enfant. Il y avait en réalité toute une autre réalité qui pesait dans l'éducation de l'enfant. Ou d'abord même, de par la position de l'enfant, quand il voit son parent, il se dit qu'il y a grand déphasage et puis il est obligé de respecter. Et même la personnalité donc, de ce parent lui conférait en réalité certaines terreurs. Du coup, frapper l'enfant était en réalité ce qu'il y avait de mise. Quand tu ne fais pas ce qu'on te demande, on te frappe, on te corrige normalement. Mais, et je me dis, on se disait que c'était ce qui était accepté. Mais c'était l'ignorance. Parce qu'on ne connaissait en réalité pas ce qu'est le droit de l'enfant, le droit de la personne humaine. Aujourd'hui, la Déclaration universelle des droits de l'homme l'a dit depuis 1948. Je pense qu'aujourd'hui, on doit quand même changer de paradigme. On n'a pas besoin forcément d'éduquer l'enfant en allant par des châtiments corporels. D'aucuns diront qu'on éduque aussi bien avec le bâton que la carotte. Mais c'est une question de traumatisme psychologique. Parce que l'enfant qui est frappé, qui est châtié, qui est en réalité même battu, ou même parfois, je ne sais pas, torturé, est psychologiquement en même temps atteint. Et il n'arrive pas à libérer le potentiel qui est en lui. Mais de plus en plus, on constate tout de même que le sujet, deux enfants qui ont été éduqués dans des conditions différentes, un avec le bâton, n'arrive pas à apporter un résultat adéquat, et un enfant qui a été éduqué dans un dialogue conséquent a apporté un résultat plus efficient. Donc, une étude comparative nous permet aisément donc de comprendre que dans le temps et dans l'espace, il faut progressivement abandonner certaines pratiques. Moi, je pense qu'aujourd'hui, que dans nos maisons, ça se constate, c'est récurrent de voir que certaines personnes battent leurs enfants. Mais quand vous voyez ceux-là, quelle est leur catégorie socio-professionnelle? C'est des gens qui, pour la plupart, ont été parents précocement,
parce qu'eux-mêmes n'ont pas été responsables. L'enfant, à des moments donnés, dans l'édification de l'enfant, il y a des caractères que l'enfant développe en fonction de son âge. Qui est d'autres réflexes, qui est d'autres peut-être comparatifs par rapport à ce qui se passe autour de lui, mais qui fascine en réalité son devenir, dont le parent lui-même, en tant que personne responsable, est censé comprendre et dit voilà que c'est un acte normal. Mais en allant peut-être par la frustration, en allant peut-être par un châtiment, ça peut répudier l'enfant, ça peut amener l'enfant à la solitude. L'enfant peut commencer par développer d'autres sentiments de réserve et qui plus tard peut devenir en réalité un enfant solitaire. Voilà l'une des conséquences éventuelles. C'est ça. L'autre chose, en frappant l'enfant, l'enfant peut finir par ne pas avoir confiance en lui-même. Il peut pas perdre sa propre confiance. L'enfant qui dit papa, je veux du yaourt. L'enfant qui dit papa, je veux devenir pilote. Et toi, tu penses que parce que l'école du blanc, il faut avoir des moyens avant de l'inscrire dans une école de pilote. Et tu te mets peut-être à dire, va peut-être à la maçonnerie. Les enfants comme toi n'ont pas fait pour autant. Tu crées d'autres frustrations, même les violences sont d'autres verbales, et constituent aussi une autre forme de châtiment que nous exerçons au quotidien sur les enfants, qui brise en eux en réalité la chaîne de leur développement. Donc je pense que l'éducation à la base doit être en réalité repensée. C'est bien fait de penser qu'aujourd'hui que nous devons opter pour un dialogue. L'enfant, c'est vrai qu'il y a donc certains, il y a du dérapage de temps en temps. Donc ils diront que non, quand tu es trop clément, tu es trop doux avec l'enfant, c'est très faux. Ça, on peut bel et bien éduquer dans le dialogue, mais en mettant toujours les verrous et canaliser l'enfant. Il y a des dialogues qui se font selon que l'enfant évolue dans le temps et dans l'espace. Oui, mais non pas que nous sommes en train de vouloir légitimer le châtiment corporel à la maison, mais d'autres parents vous disent, écoutez, moi, j'ai été sérieusement et suffisamment tout le temps bastonné quand j'étais enfant. J'ai reçu une éducation très stricte, très dure. C'était de la bastonnade, de la chicotte à tout moment, et que aujourd'hui, ils doivent essayer d'en faire autant avec les enfants. Justement, c'est ce que je disais à l'entame. Oui. L'éducation n'est pas en réalité une question de transposition. Éduquer quelqu'un, si on doit considérer l'éduquer comme c'est-à-dire façonner son individu à son vis-à-vis, ça voudrait dire que on va adopter le système de clonage. Donc, l'identité de l'individu sera en réalité l'ensemble de la société. L'éducation que vous avez reçue est différente de l'éducation que j'ai reçue. Mais on n'a pas donné le même résultat. Certains parents ont été éduqués, même, ça dit, par leur propre géniteur, comme en réalité des enfants placés. Nous en avons vu. Des parents qui tapent leurs enfants comme si c'est des enfants placés. Comme si c'est des enfants qui n'ont même pas eu de difficulté à concevoir ou engendrer. Mais hélas, c'est pour ça que je dis que c'est une question d'époque. C'est une question d'âge et de maturité. Quel a été le type d'éducation que vous avez reçu? À quelle école vous avez été? Moi, aujourd'hui, j'ai étudié la psychologie. Ça voudrait dire que le parent qui n'a peut-être pas étudié la psychologie n'a pas forcément la même connaissance. Et donc, vous avez été sérieusement chicoté quand vous étiez petit? Évidemment, moi, j'ai été frappé par ma maman. Sérieusement? Si, mais pas pour autant, comme je le voyais pour d'autres. Mais j'avais certains amis, quand on quittait l'école, par exemple, on dit qu'on va à la maison. Tu vois, à quelques encablures, il change de mine. Il est malheureux. Parce que psychologiquement, il s'attend à ce qu'il veut aller vivre à la maison. Par contre, d'autres sont même très fiers de vite rentrer. Cet enfant-là qui a peur de rentrer chez lui, au risque que papa ou maman, à moins geste, on ne l'envoie au puits, le frapper, etc., commence déjà par développer d'autres vices. Et celui-là ne l'apprenait pas à ce qu'il devienne en réalité un homme sentimentaliste demain. Très bien. Oui, Aziz, votre avis sur la question, est-ce que vous aussi, vous avez été, sérieusement châtié? Oui, j'ai été sérieusement tabassé pour les déviances de jeunesse. Donc, ce n'est pas Élie seul qui a connu cette expérience. Non, mais pour revenir au sujet, il faut dire aussi que c'est une question d'approche et de stratégie, parce que Élie l'a rappelé dans ses propos liminaires. Il y a aussi que certains parents veulent tout de suite inculquer la façon dont ils ont été éduqués en leur temps. Élie l'a dit tout à l'heure, c'est une question aussi de génération et d'époque. L'époque que le père a vécu n'est pas forcément cette époque-là que l'enfant est en train de connaître. Au-delà, je pense que, comme je le disais, c'est une question de complicité entre l'enfant et
et son père ou sa mère. Oui. Parce que vous convenez avec moi, il sera plus facile à l'enfant quand il commet une erreur qu'il ait cette facilité-là d'aller le dire à son papa avant ou à sa maman avant que celui-ci ou cette dernière ne puisse le découvrir. Parce que comme cela, la prochaine fois, quand tu aurais fait ci ou ça, je ne vais peut-être pas te taper, mais il y a des méthodes, des plus douces. Qui dit forcément que c'est par la violence qu'on arrive à éduquer son enfant? En tout cas, pour la petite expérience que j'ai pu connaître, et je connais, c'est difficile. C'est difficile parce que quand vous forcez l'enfant ou vous habituez l'enfant à la violence, tel que je le disais, l'enfant, à un certain moment, il devient... C'est un coup psychologique. Parce que il y a d'abord qu'il est tout le temps apeuré parce qu'il a été habitué à ce rythme-là. À moins d'erreur, si vous le battez, forcément, ne vous attendez pas à ce qu'il puisse développer certaines facultés à des occasions données. Je prends l'exemple de cet enfant-là qui a quitté les cours et qui sait peut-être qu'à 17h30, au plus grand tard, il doit venir. Il doit être à la maison. Par exemple, pour contrainte de temps, le professeur, enfin, j'allais dire le maître, a pu les garder jusqu'à une certaine heure et il rentre finalement à la maison à 18h. Vous imaginez déjà l'état d'âme de cet enfant déjà quand il sera sur le chemin de la maison. Et donc, il revient aux parents de savoir d'abord, mettre en confiance leurs enfants, parce que s'il n'y a pas cette complicité, comme je le disais, entre l'enfant et le papa, entre l'enfant et la maman, il lui sera difficile, par exemple, le tout part aussi de là, le dialogue dont il s'agit, il lui sera difficile, par exemple, de s'extérioriser, parce que ce n'est pas toujours l'enfant qui a tort. Parfois, l'enfant a besoin de s'exprimer, mais vu la position que vous adoptez vis-à-vis de l'enfant, il lui est parfois difficile de s'ouvrir à vous. Et c'est ce qui fait parfois qu'on remarque dans l'état d'âme de certains enfants, et il y en a qui grandissent avec. Il n'est pas rare parfois de voir certaines personnes qui sont recroquevillées sur eux-mêmes, ils sont timides de nature, et vous leur demandez qu'est-ce que vous avez, mais ils vous disent rien. Et peut-être c'est en les approchant que vous vous rendez compte que en fait, cette personne n'est pas difficile, mais c'est plutôt la façon dont cette personne a été forgée depuis le bas âge. Ils ont eu tout le temps de cultiver la timidité et justement, constante. Et ça donne le résultat. Donc, je pense qu'au-delà, il y a que le châtiment corporel a des répercussions négatives. Et il faut pouvoir, en tout cas, trouver le juste milieu. C'est vrai, le doyen le rappelait tout à l'heure, c'est vrai que à leur temps, parfois, quand on est dépassé rapidement, il y a la main qui passe par là, mais il y a aussi qu'il faut parfois se contrôler parce que quand, vous savez, comme on le dit vulgairement chez nous, le diable est partout. La colère ne résout pas tout du fait que du coup, il y a un agissement d'un enfant qui est fait et que vous voulez tout de suite le corriger. Il y a peut-être que vous touchez l'enfant et l'enfant ne bouge plus, comme on le dit parfois. C'est des aspects aussi dont il faut tenir compte. L'enfant tombe en syncope et puis bon voilà, bonjour les dégâts. C'est vous, il vous revient encore, vous êtes appelé à dépenser. Donc je pense qu'au-delà de tout, devant certaines situations, c'est d'abord la maîtrise de soi et parfois laisser la colère, chacun a son tempérament, on l'a dit, mais laisser la colère passer et après ramener l'enfant. Je pense que opter pour cette situation ou cette thérapie, voilà, ça pourra permettre en tout cas à l'enfant de comprendre. Et parce que tel que je l'ai dit, vous éduquez l'enfant à la violence, ne vous attendez pas quand il sera désormais homme dans son foyer qu'il fasse le contraire. Lui également il sera habitué à la violence et je ne pense pas que ça soit l'idéal pour notre société. Oui, bon, si vous permettez, c'est que l'autre aspect aussi de ce que disait tout à l'heure Aziz. Oui. C'est vrai que nous sommes en train de sensibiliser, d'inviter chacun et l'ensemble des parents à éviter le châtiment corporel. Mais l'avantage aussi du dialogue aujourd'hui, c'est que les enfants de la nouvelle civilisation que nous sommes en train d'avoir, etc., jouissent aussi de certaines opportunités naturelles en matière d'éducation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir la télé, ce que nous n'avions pas à l'époque, où on voyait aujourd'hui, on suit les feuilletons et on voit même à peu près comment les gens s'auto-éduquent. Donc, d'une manière indirecte, c'est qu'il y a d'autres facteurs qui influencent généralement. Mais l'autre chose qu'il faut notifier, pendant qu'on refuse le châtiment corporel, il faut que véritablement, les enfants aussi comprennent que
en absence du châtiment corporel, le dialogue aussi est une arme. Est une arme. Et que les parents doivent aussi donner plus de l'attention à leurs enfants. L'enfant qui a plus de confiance, quand il y a une interaction entre le parent et son enfant, et déjà les choses ne se cachent plus, c'est que les enfants doivent profiter pour davantage maximiser, parce que c'est la nouvelle époque de la civilisation qu'on est en train de rechercher, où même un enfant de 15 ans peut réagir, peut être qualifié de sage à des moments donnés. Il n'a pas été frappé, il n'a pas été battu, il n'a pas été peut-être torturé, mais pourtant il a été le modèle qu'il faut. Lui-même, il réglemente l'heure, il quitte l'école, on dit c'est la maison, maison c'est l'école. On ne doit pas faire ci, on ne doit pas voler, on ne doit pas tricher, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas... Les vices pour lesquels le châtiment en lui-même venait remplacer pour ôter de notre âme. Nous devons essayer donc de les inculquer. C'est à cette invite-là, je pense que chaque parent et enfant doit en réalité jouer. Oui, Mathias Sossou, il y a aussi que, je crois, ça rejoint un peu Elie, il s'agit aujourd'hui de la dynamique mondiale dans laquelle on se retrouve. Vous voyez des enfants aujourd'hui, ceux qui sont nés il y a 3 ans, 4 ans, sont plus éveillés que ceux qui sont nés dans les années 80 et 90. Il y a une certaine... 80 peut-être. 90. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Aujourd'hui, un enfant de 2 ans est plus apte, c'est-à-dire très éveillé, plus que... Parce que quand on fait la développe comparaison... des facultés. Beaucoup de facultés. Est-ce que c'est pas la dynamique, c'est pas l'environnement, surtout qu'on dit ces derniers temps qu'on est à l'ère du verseau? Oui, il y a la génération. Oui. Puisque à partir d'une certaine année, il y a le développement de la technologie où depuis son village, on peut regarder la télé. Nous, en notre temps, vous m'excusez beaucoup, Oui. et dans mon village, il y avait une seule personne qui avait de télévision dans mon village, dans les années 80. Et tout le monde venait... Tout le monde, tout le village, voilà, tout le monde ne peut même pas aller regarder. Même en ville ici, c'est quelqu'un d'autre qui a... Donc son poste aujourd'hui, téléviseur. il n'y a pas cette maison où on ne va pas trouver un poste téléviseur. Au moins une radio, un poste radio, quand même pour s'informer et écouter. Avec ça, les enfants qui naissent déjà, qui sont déjà dans le ventre, puisque la psychologie a déjà démontré que l'enfant le fœtus qui est porté dans le ventre, qui est dans le ventre de sa maman, qui regarde télé, le fœtus aussi est en train de regarder télé. Ça veut dire, il y a des réactions aujourd'hui qu'on a, des enfants, qu'on constate chez les enfants, on se dit, mais où est-ce que l'enfant là a appris ça? Et quand vous observez les femmes enceintes qui sont assises devant leur poste téléviseur, il y a le ventre là qui bouge. Quand la femme fait face à la télévision, vous allez voir que l'enfant aussi fait tout ça. L'enfant change de position. En tout cas, le ventre bouge et vous constatez, pour ceux qui ont eu l'expérience quand même avec les femmes à la maison, parce que certains vous disent que c'est une utopie. Parce que quand vous constatez, vous allez voir que les enfants qui sont aussi portés dans le ventre déjà commencent par regarder la télé. Ça veut dire que quelque part, il y a des trucs qu'ils voient sans s'en rendre compte. Et quand ils naissent et ils continuent de voir ça, et les enfants de moins de 2 ans aujourd'hui peuvent compter de 0 à 20. Alors que dans le temps, il faut la chicotte des maîtres pour que l'enfant la puisse maîtriser. Les tables de multiplication, des trucs comme ça. Il y a des connaissances aujourd'hui que les enfants sont obligés d'acquérir, en tout cas par les technologies nouvelles, je dirais. Ça fait que, quelque part, les enfants n'arrivent plus à être comparés comme les enfants d'avant. Le maître, moi je me demande aujourd'hui, puisque les enseignants ont été formés, puisque bon, on va partir de la maison pour l'école, puisque c'est aujourd'hui, c'est ce qui concerne les écoles là que les ministres sont en train de dire, puisqu'ils n'ont pas interdit le châtiment corporel à la maison, c'est surtout à l'école puisqu'ils ne sont pas concernés. Oui. Les enseignants d'avant, est-ce que c'est le même programme qu'ils ont subi? Non. Les enseignants d'avant, pour eux, c'est le châtiment corporel pour faire inculquer doucement ceux qui sont en train d'apprendre aux enfants dans leur tête. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas de manière... Puis on parle d'approche par compétence. Les enfants, c'est entre l'apprentissage par les pairs. Donc, c'est les enfants même qui travaillent entre eux pour rendre compte de ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont découvert. Ça veut dire que quelque part, l'enseignant n'intervient pas complètement dans leur acquisition de connaissances. Alors qu'avant, c'est le maître qui est, le professeur ou le maître qui dispense tout. Donc, il fait tout pour mettre dans la tête de l'élève ce que il doit. Moi, par exemple, j'ai été victime en classe du cours élémentaire, CE2, où on a fait, par exemple,
un devoir, mais quelque part, je dirais que le châtiment corporel, c'est aussi bon, hein, quelque part, parce que moi, ça fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, prend toujours S. On ne sait pas comment ça se fait, mais on écrit toujours avec S. Moi, j'ai écrit toujours en classe de CE2, au cours d'un devoir, sans mettre S. Et ce que j'ai subi dans ça, vous en avez fait les frais. J'ai fait les frais. J'ai fait les frais de tous les maîtres qui sont dans l'école, hein, parce qu'on ne s'imagine pas que quelqu'un comme moi, parce que bon, je représentais quand même quelque chose dans la classe. Et c'est moi qui fais cette erreur-là, c'est impardonnable. Mais les maîtres se sont alignés pour me taper à tour de rôle quand j'arrive chez quelqu'un. Wow. Et c'est comme ça. Mais aujourd'hui, est-ce que il faut toujours cette manière pour faire garder à l'enfant? Il suffit seulement de lui dire d'apprendre la formule, prendre toujours S, et puis c'est fini. Mais les maîtres dans le temps n'avaient pas procédé ainsi. Ça fait que même ce système de châtiment corporel fait que des gens ont abandonné les classes. Parce qu'il y en a, quand ils doivent venir à l'école, ils savent qu'ils ne peuvent pas apprendre, ils ne peuvent pas garder la leçon, ils doivent réciter, ils ne peuvent pas réciter, ils doivent mettre des ardoises dans le dos, sous leur kaki, avant de venir. Sinon, ce serait très grave pour eux. Il y a tout ça là, mais aujourd'hui, avec le nouveau programme, l'approche par compétence, que, en tout cas, les maîtres de ce programme-là, je veux nommer Jean Piaget, qui étaient quand même des personnes, des psychologues bien avertis, qui ont quand même sorti ces idées. Ils ont bien pensé, en trouvant qu'on n'a pas besoin nécessairement de la chicotte derrière un enfant pour qu'il assimile des choses. Les parents ne font pas trop de châtiment corporel, hein, à ce que moi j'ai constaté. Parce que c'est souvent à l'école que ça se constate. Mais à la maison, les parents grondent. Mais il y en a qui sont sages, qui n'exercent pas de châtiment corporel sur les enfants. Ils n'arrivent pas de manière détournée, leur donner des explications sur des faits, sur des erreurs qu'ils ont eu à commettre. Et puis, comme ça, les enfants se corrigent. Mais quand le parent, comme l'a dit Adjiran, quand le parent est tout le temps l'homme le plus fort à la maison et qui gronde, qui fait tout, mais l'enfant n'arrive pas à se maîtriser. Et ça se remarque aujourd'hui. Vous allez constater, comme l'a dit Elie, qu'il y a de ces cas-là qui s'enregistrent. Vous constatez qu'il y a des enfants qui n'arrivent même pas à prendre la parole en public. Parce que c'est des gens qui ne peuvent même pas regarder devant leur papa pour leur dire ce qu'ils pensent. C'est que s'ils le disent là, c'est des chicottes. Et ils sont obligés de se recroqueviller sur eux-mêmes. Et ça cause des dégâts en eux. Et ça les suit toute leur vie. Ok, mais châtiment corporel à la maison, il y a aussi que le poids de la tradition oblige, parce qu'il y a de ces enfants qu'on dit on ne le tape pas. Cet enfant, il est gouverné, oui, il est intouchable, c'est tel esprit de la famille, telle divinité qui est en lui, et donc on ne doit pas le taper. Il y a aussi ces pesanteurs qui interviennent. Des pesanteurs qui ne sont pas à négliger, parce qu'au-delà, nous sommes en Afrique, certes, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi que, en dépit du fait qu'il faut tenir compte de ces réalités, beaucoup, en tout cas, pour la plupart qui ont l'habitude de corriger, je vais le dire ainsi, leurs enfants à la maison ne regardent pas cet aspect-là. Mais pour cet aspect dont vous venez de faire cas, c'est vrai qu'il faut en tenir compte. C'est une réalité chez nous. Il faut en tenir compte. Dès que vous touchez à un seul chevet de choses de ces derniers, ben vous avez tout de suite affaire soit à leur maman ou à leur papa, parce que il y en a qui vous disent, vous ne savez pas à quel prix ou à quelle sueur je suis parvenu, à éduquer cet enfant-là. Vous ne savez pas ce que cet enfant m'a valu en termes de sacrifice. Bon, c'est vrai que c'est une autre réalité avec laquelle il faut tenir compte. Mais à côté de ça, comme je le disais, il y a aussi que c'est la méconnaissance des tests. C'est vrai qu'on va en arriver là, dans le volet, comment on appelle, scolaire, la méconnaissance des tests, en ce sens que, auparavant, c'est vrai que l'homme ou le père de famille qui a son enfant peut en faire ce qu'il veut, mais aujourd'hui, la loi nous dit que tu as ton enfant, mais tu es appelé quand même à respecter un certain principe. Parce que si je me réfère par exemple à la loi promulguée en 2015, 2015 disais-je donc 08 du 8 décembre
2015, il n'y a qu'aujourd'hui, après le vote de cette loi-là qui interdit le châtiment corporel, mais toute personne est passible de sanctions. C'est vrai que c'est vous qui êtes le géniteur de votre progéniture, mais il y a aussi que le regard de la société est sur vous. Il y a aussi que la loi, l'enfant jouit des droits. Voilà, l'enfant est protégé par une certaine norme. Et donc, pour me résumer, je pense qu'au-delà de tout ce que nous disons aussi, il y a que les parents doivent comprendre aussi que l'enfant, c'est leur propriété, mais l'enfant est aussi protégé par la loi. Très bien. Elie Adjérand n'est pas du tout d'accord avec cette pesanteur sociologique qui dit que l'enfant ne doit pas subir de châtiment corporel parce qu'il est gouverné par telle énergie, par telle divinité, et puis sinon, vous avez connu de ces cas? Loin d'être un spiritualiste, oui. Ce n'est pas que quelques enfants. Tout être qui naît est gouverné par un esprit. Très bien. Parce que l'âme qui vit a en réalité sa propre protection. Mais il peut y avoir des spécificités. Qu'on dise que tel enfant, soit c'est le Sakpata, tel enfant, c'est ci et ça. Je ne suis pas spiritualiste. Mais je pense que le châtiment corporel, il faut le repréciser, n'a jamais fait école. N'a jamais fait une très bonne école. Et il faut véritablement bannir cela. Les mêmes personnes qui l'ont utilisé hier comme arme ont eu les résultats. Je dis, beaucoup de présidents, de meilleurs présidents africains pouvaient être encore davantage meilleurs si peut-être on avait ôté de leur train de vie le châtiment corporel. Beaucoup de cadres de notre administration pourraient encore davantage, c'est-à-dire libérer leur potentiel si vraiment ils avaient occulté de leur parcours le châtiment corporel. Je pense que le châtiment corporel peut être peut-être transposé autrement. Que la force qui est utilisée pour peut-être éduquer, pour influencer un enfant, pour le frapper, qu'on utilise cette même énergie dans le dialogue et on aura le temps de comparer. Nous sommes en science. On met en éducation deux sujets, frapper et quelqu'un qui est en réalité accompagné par le dialogue. On va voir le résultat que ces deux individus ou ces deux sujets donneront dans le temps et on aura aisément la chance d'en tirer les conclusions qu'il n'y a pas photo. Je pense que le travail qui a lieu de faire, c'est que nous devons inviter chacun à aller connaître la loi. Connaître la loi, c'est comme le disait Aziz, que les gens se disent, il faut, avant d'être parent, il faut avoir une certaine maturité. Parce que quand on a la maturité, on a le sens de discernement. On peut déjà comprendre, on peut se mettre dans la peau de son enfant pour vivre au-delà même de ses ressentis, ce qu'il pense, ce qu'il vit. Et là, aisément, là, le châtiment corporel va même... Puisque aujourd'hui, même la grossesse a un coût. Ce n'est plus comme avant, où dit on crée, et c'est la société. Donc, quand on voit à peu près toutes les peines que nous donnons, déjà, nos investissements sur l'éducation de seul enfant, même l'enfant doit être même considéré comme un œuf. Mais quitte à l'enfant lui-même, dans cette protection, face en même temps le discernement pour dire je suis protégé pour pouvoir éclore en moi le potentiel qui sommeille. Cela mérite donc que je reste dans un cadre bien défini pour toujours faire l'honneur de mes parents. Voilà moi, ce en quoi moi je trouve l'intérêt du dialogue et pouvoir faire ôter le châtiment corporel. Nous allons recueillir l'avis du doyen par rapport aux pesanteurs sociologiques familiales où on dit que c'est telle divinité qui l'incarne, l'enfant ne doit pas être ne doit pas subir de châtiment corporel et surtout de l'autre, en tout cas dans les villages, c'est beaucoup plus développé. Il dit que c'est telle divinité qui l'incarne et qu'il ne faudrait pas. Pas seulement dans les villages, même à Cotonou ici, ça se remarque. Je fais partie d'un exemple à Cotonou ici, où il y a un enfant. Avant d'être à Cotonou, il est sorti d'un village. Il est incarné par le dieu Hebieso, où il doit porter le Hachidan. Mais on lui a fait les cérémonies. Donc, on ne doit pas lui lever la main dessus. Cet enfant-là, qui est en classe par exemple de 4e, on ne doit même pas le taper. Mais voilà, il va à l'école. Et l'enseignant ne sait pas. Il fait mal un exercice et l'enseignant le gifle. Quand cet enfant-là, tous les enfants savent qu'on ne doit pas toucher. Ses camarades de classe savent qu'on ne doit pas le toucher. Mais voilà, l'enseignant, lui, ne sait pas. Et il gifle l'enfant. L'enfant est tombé. Il est tombé en transe. Ne sachant plus quoi faire, l'enseignant a couru, le professeur a couru pour aller voir le directeur. Et le directeur a dit, mais c'est quel enfant? On a dit, que c'était l'enfant. Il dit, tu n'aurais pas dû.
et rapidement ils sont allés le chercher, ils l'ont mis dans en tout cas dans le bureau du directeur. Le directeur a été obligé d'appeler les parents, ils sont venus et ce qu'on doit faire, ils ont fait les cérémonies avant que l'enfant là ne se retrouve. Et c'est depuis ce jour-là, le professeur dit que lui ne va plus jamais taper un élève dans sa classe. Parce que quand les enfants sont en classe, vous ne savez pas ce qu'ils sont à la maison avant de venir à l'école. C'est de la même façon, l'enfant qui est à la maison, parce que généralement les parents savent s'il y a un tueur qui est, voilà, les parents savent. Je peux donner aussi un cas comme moi, où j'ai dit tout à l'heure, je ne connais pas, je peux compter le nombre de fois que mon papa m'a tapé jusqu'à ce que je grandisse, parce que quand j'ai ouvert les yeux comme ça, mon papa, mais je suis peut-être l'incarnation de son grand-père, le Joton par exemple, où quand il me voit, il voit son grand-père en même temps. Donc quand je commets des erreurs, il me regarde et dit c'est moi qui vais te taper, et tu vas dire que j'ai tapé mon grand-père. C'est comme ça, c'est devenu de l'amusement. Les parents savent que il y a des enfants qu'il ne faut pas toucher, qui sont l'incarnation de certains dieux, que eux ils respectent. Bon, les gens peuvent ne pas le respecter ailleurs, mais chez nous au Bénin, c'est ça, c'est la réalité. Un papa qui a un enfant, qui a curieusement été, en tout cas on lui a donné la sorcellerie, lui ne sait pas. Et quand il tape l'enfant, quand l'enfant commet des erreurs, il le tape, c'est que dans la journée il doit faire un accident, il doit faire quelque chose. Et il casse un bras, et il dépense son argent pour des futilités jusqu'à guérir. Mais c'est un jour, l'enfant lui a révélé ça. Quand l'enfant lui a révélé, il a compris. Et ce qu'il doit faire, il a engagé les démarches. De toutes les façons, cette affaire-là. Non, on peut ne pas croire, mais c'est une réalité. C'est une réalité à considérer forcément dans notre pays. Parce que c'est réel. Des gens vont dire non, ça ne se passe pas. Mais quand tu as un enfant sorcier à la maison que tu ne sais pas, à qui la grand-mère a donné la sorcellerie, toi tu ne sais pas. Et puis pour t'atteindre, c'est encore une autre facette. Le sorcier qui veut t'atteindre doit nécessairement avoir quelqu'un dans ta famille. De toute façon, au fait, ce sont là des réalités de chez nous. Châtiment corporel, c'est interdit, c'est ce que nous allons retenir fondamentalement. Et la loi le précise même. Le précise même. Quel parent dans le village connaît la loi qui interdit? Et justement, pour rajouter très rapidement, c'est pour ça qu'il faut jouer aussi le rôle de manager. Le parent doit être un manager, pas forcément tout résoudre avec le bâton. Le manager en ce sens que si l'enfant commet des bévues, il lui revient en tout cas de trouver la bonne manière, la bonne thérapie pour le ramener à l'ordre sans forcément le brutaliser. Merci à vous. Nous allons parler cette fois-ci des élus locaux. Les élus locaux, quand nous parlons d'élus locaux, il faut partir d'abord des conseillers, les chefs quartiers, et chefs d'arrondissement. Aujourd'hui, quel doit être leur rôle? Quelle doit être leur responsabilité dans tout ce qui se passe aujourd'hui pour le développement local, le développement de leur localité? C'est vrai que le pouvoir central est en train de faire de gros travaux dans ces localités. Maintenant, quelle doit être l'initiative personnelle de ces élus locaux pour accompagner ceci et faire développer leur coin, doyen Sossou Mathias? Oui, les élus locaux aujourd'hui, depuis même que la décentralisation est arrivée, les élus locaux, les conseillers, chefs de village, chefs quartiers, consorts, ont toujours leurs actions qui sont coordonnées par le pouvoir central, je veux dire la mairie, puisque c'est à partir de la mairie que ça se décide pour qu'eux, ils soient des coordonnateurs, ils accompagnent ces projets-là. Mais aujourd'hui que tout est centralisé au niveau des mairies, je ne vois même pas l'importance comme ça des élus locaux. D'autant plus que la fois dernière, on a fait les élections, on a élu les conseillers municipaux. On n'a pas pensé encore aux élus locaux, les chefs quartiers, consorts. Pourquoi? Parce que peut-être ce n'est pas encore, c'est pas réglementé par une loi formelle qui doit demander l'organisation à chaque échéance de leur élection. Peut-être ça. Mais aujourd'hui, les élus locaux se limitent à des règlements, des problèmes au niveau de leur village et quartier. C'est leur travail qu'ils font aujourd'hui. Les petits problèmes qui naissent entre les parents dans les villages, ils sont concernés au premier rang et c'est eux qui tentent de les réconciliations avant que, quand ça les dépasse, ils amènent dans les commissariats et aller
comme à les accompagner pour le règlement. Sinon, un élu local dans un village aujourd'hui ne peut pas prendre sur lui la responsabilité d'initier une construction de quoi que ce soit dans son village. C'est nécessairement venu de la mairie. Voilà, votre avis sur la question. Et c'est les conseillers municipaux qui votent pour qu'on exécute. Peut-être qu'ils peuvent demander, bon, peut-être pas de façon détournée, pas des relations, ils peuvent demander à certains conseillers d'accepter le vote de ce projet-là au niveau du conseil communal pour que... Pour vous, donc, chef quartier, conseiller chef quartier, même chef d'arrondissement, n'a aucune initiative personnelle Je ne pense pas. Très bien, Elia Diran. Par contre, moi, non, je ne suis pas de cet avis avec le doyen. Vous savez, je crois que l'initiative ou même le rôle aujourd'hui donc de ces élus locaux, notamment qu'on soit à CV, qu'on soit à CQ, chef d'arrondissement pour ma part, ça va être nécessaire. Alors, le chef d'arrondissement, il est conseiller municipal. Oui, naturellement. J'en viens, je suis en train de... Jusqu'à la mairie, bien évidemment, parce nous sommes en train donc de rappeler à peu près l'hiérarchisation. Et vous savez, c'est que même dans nos quartiers, le maire, le CA ne connaît pas forcément tous ses habitants, tous ceux qui sont dans son arrondissement. Il faut déjà un élu qui est beaucoup plus proche de ces habitants-là. Vous savez, nous avons plusieurs rôles et c'est ce à quoi nous devons nous inviter progressivement. Il y a certains petits problèmes qui interviennent dans les quartiers qui n'ont pas besoin forcément d'être amenés au niveau d'un commissariat. Vous pensez? Vol d'un petit poulet, etc. C'est-à-dire, il y a d'autres différents qui se passent, dont la société ancestrale même organisait et gérait. Et c'est ça même qu'on appelle la maturité de la gestion à la base. Mieux, les crieurs publics aujourd'hui, quand il y a de petites pandémies, nous avons vu, c'est vrai que l'État central passe des communiqués. À ce jour, malgré que nous sommes au XXIe siècle, d'aucuns ne savent pas par quel canal s'informer réellement. Mais lorsque c'est le CV qui prend par exemple, et c'est l'entonnoir, on appelle ça, non? Il y a un appareil là, et on passait dans les quartiers, dans les maisons. Le mégaphone. Les mégaphones, merci de me prêter. Pour porter l'information. Donc je crois que même les sciences de salubrité, il y a autant de travail que les gens font et qui ne sont forcément pas reconnus. Moi je pense qu'aujourd'hui que leur rôle peuvent ne pas être encore bien reconnus, mais semble nécessaire. Il suffit juste de mieux renforcer leurs capacités, essayer de leur doter les moyens nécessaires et que eux-mêmes, de par leur volonté manifeste, puissent en réalité se dégager et cela donc va se faire remarquer. Il y en a qui réclament, qui disent que bon, il y a des places publiques qui sont à aménager. Les chefs quartiers conseillers pouvaient s'organiser, mobiliser la population pour arranger les places publiques, sacler des campagnes de salubrité plutôt que de passer leur temps peut-être à réclamer de salaire ou à signer, à faire poser leur signature sur des documents. Et encaisser les 1000 francs, ces 1000 qui ne sont pas du tout budgétisés. C'est vrai que c'est un autre... Déclaré, effectivement. C'est vrai que c'est un autre pan de la préoccupation, mais je pense qu'au-delà de l'aspect que vous venez d'évoquer tout à l'heure, il y a que, bon, loin du doyen, je ne partage pas forcément aussi son avis. Il y a que pour moi, les élus locaux jouent un rôle on ne peut plus titanesque, parce que je pense, à mon avis, que ce sont eux en réalité qui font le gros boulot. Et dans la hiérarchisation, le reste, que ça soit le chef d'arrondissement jusqu'au maire, eux autres, ils viennent, disons, parachever le travail déjà entamé par justement ces chefs de quartier. Vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos, non seulement ces initiatives-là personnelles, il y a aussi que le chef de quartier, en tout cas les élus locaux dans leur ensemble, doivent avoir le sens du civisme et du patriotisme surtout. Et c'est cette valeur-là qu'il faut pouvoir inculquer à la grande masse. Je mets quoi dans le sens du patriotisme? Je veux prendre un cas. C'est vrai que je n'ai pas connu la révolution, moi, mais je me rappelle quand même, on a connu, enfin, l'histoire nous enseigne, pour être plus précis, que pendant la Révolution, où est passé, par exemple, c'est l'une des méthodes fortes, en tout cas des leçons que moi j'ai bien appréciées. Pendant la Révolution, les campagnes de salubrité qui se font pratiquement tous les derniers samedis du mois. Je pense que
c'est l'une des initiatives, par exemple, que les chefs de quartier peuvent initier. Tout ça, ça participe à quoi? Ça participe aussi à l'assainissement de notre cadre de vie. Au-delà de cet aspect, il y a que les chefs quartier aussi ont d'autres rôles, comme par exemple, le chef quartier, il peut prendre par exemple cette initiative du jour au lendemain. C'est vrai que peu de Béninois ont ce sens-là de mettre un peu de main à la poche, parce que d'aucuns diront que l'État, oui, l'État ne va pas tout faire. Pourquoi ne pas initier des petites cotisations au sein je veux beaucoup plus aller dans les hameaux pour peut-être se faire construire, en attendant en tout cas l'accompagnement du pouvoir central. Pourquoi ne pas initier des petites cotisations au sein des associations de développement, voir peut-être avec le responsable de l'association du développement de la localité? C'est de ces idées-là, c'est de ces idées que pourront jaillir justement. Aujourd'hui, donc, les gens vous diront que attention, cotiser, le pouvoir central est là et fera le travail. Justement, l'État ne fera pas tout, malheureusement. Et que, bon, les maires, pas les maires, les chefs quartiers, conseillers et autres, n'ont pas à faire, à cotiser ou à travailler dans ce sens. Nous allons profiter, faire le tour de l'étape en même temps. Ok, là je profite en même temps. Quand mes deux amis parlaient, je souriais parce qu'ils n'ont rien dit d'autre que ce que j'ai dit au début concernant ces conseils locaux-là. Parce qu'ils n'ont pas l'initiative. Quand on parle de... Adjana dit qu'ils vont régler les problèmes. Mais quand il y a vol de moutons au village, à la maison, c'est ce que l'élu local fait. Il est réduit à ça. C'est ce petit problème-là que lui règle. L'élu local ne prend pas sur lui la responsabilité d'aller porter une information aux populations. Ça vient toujours d'en haut. Même quand il y a Covid où on doit aller gongonner, bon, en tout cas, pour faire passer le message, c'est le chef d'arrondissement ou c'est venu du maire où il faut informer les gens que demain, il va avoir ci, il va avoir ça. L'élu local est toujours, c'est-à-dire, il est là et ça vient d'en haut et il exécute. Pour ce que je constate, maintenant, ce qu'il faut qu'il fasse, ils peuvent prendre des initiatives sur eux-mêmes, comme l'a dit mon ami, qu'ils peuvent initier des campagnes de salubrité. Ces élus locaux, il faut les sensibiliser. Parce qu'avant, ils étaient là et c'est l'argent qui venait vers eux et ils exécutaient. Très bien. Et comme aujourd'hui, ce n'est plus ça, ils attendent toujours que ça vienne d'en haut. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, où il faut réclamer les payes. Et les payes, il y en a qui ne sont pas contents. Aziz, votre conclusion il faut qu'on ait le sens de la culture du patriotisme. L'esprit de patriotisme pour le dernier sujet que nous venons d'aborder. Pour le premier sujet, le châtiment corporel, il faut le bâton et la carotte, d'accord, mais je pense qu'au-delà, il faut pouvoir quand même être un manager. Elie Adiran, en 30 secondes, s'il vous plaît. D'accord, je crois que le doyen disait quelque chose tout à l'heure. Au finish, l'initiative donc des uns des autres mérite d'être reconnue et je pense que les élus locaux ont encore un rôle à jouer. Et cela est très fort. Merci à vous, chers invités. Merci à vous tous qui nous avez suivis.